Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Les ambassadeurs d'Italie et du Nigeria en Côte d'Ivoire sont en fin de mission dans le pays. Avant leur départ, ils ont été faire leurs adieux au président Alassane Ouattara. Occasion également de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leur pays. Babacar Ndiaye, ancien président de la Banque africaine de développement, est décédé jeudi à Dakar au Sénégal. Le regard qu'il portait sur l'institution financière et sur le continent dans ce journal. En France, le défilé de ce 14 juillet est placé sous le signe de l'amitié franco-américaine. C'est en présence d'Emmanuel Macron et de Donald Trump que des soldats américains et français ont paradé sur les Champs-Élysées. Bienvenue dans le 13h. Le chef de l'État ivoirien a échangé ce jeudi avec les ambassadeurs du Nigeria et d'Italie en Côte d'Ivoire. Les deux diplomates en fin de mission sont allés faire leurs adieux au président Alassane Ouattara avant de quitter le pays. Awa Touré. L'ambassadeur d'Italie quitte définitivement la Côte d'Ivoire après 4 ans de présence. Il est venu faire avec le président de la République Alassane Ouattara le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Coopération qui, selon lui, s'est renforcée. Un bilan positif, une relation traditionnellement bonne et qui a repris de l'élan pendant ces derniers temps. Et donc, je crois que ça va continuer de la même haleine et en espérant que d'ici peu, la Côte d'Ivoire deviendra un pays émergent aussi avec l'aide de l'Italie. Fin de mission également pour l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, Madame Ifeoma Akabogu Shinwuba. Je suis venue faire mes adieux à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que mon mandat en tant qu'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire tire à sa fin. Les coutumiers à l'arrivée et puis au départ de venir saluer le chef. C'est en janvier 2014 que l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Et l'ambassade du Nigeria, elle était au centre d'un dîner d'adieu organisé par le ministère ivoirien des Affaires étrangères. Une reconnaissance de ces 3 années de travail pour le rapprochement des deux pays. Elle a été élevée au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Michel Digré. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où elle quitte le pays, l'ambassadrice Hyacinthe Shinwuba reçoit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire, une décoration pour sa contribution à l'amélioration des relations diplomatiques, mais surtout économiques, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est le lieu de noter que le Nigeria est devenu au fil des années le premier partenaire commercial africain et le 3e partenaire commercial mondial de la Côte d'Ivoire. Tous ces résultats et initiatives encouragent nos deux pays à une coopération plus accrue dans tous les domaines, notamment dans les secteurs économiques, commerciaux, énergétiques, agricoles et culturels, dans l'intérêt des populations de notre espace commun, la CEDEAO. Toutes ces avancées, Madame l'ambassadeur, sont à mettre à votre actif. C'est en 2014 que l'ambassadrice Hyacinthe Akabogu Shinwuba a pris fonction en Côte d'Ivoire. Elle est au cadre de la diplomatie nigériane avec plus d'une trentaine d'années d'expérience au ministère des Affaires étrangères de son pays. Le chef de l'État ivoirien a procédé ce vendredi à la signature de plusieurs décrets de nomination. Nous vous proposerons dans ce journal le communiqué du gouvernement. Le vice-président ivoirien a eu une rencontre d'échange avec le directeur général de l'Organisation de la propriété intellectuelle. Ils ont principalement parlé de la protection de la propriété intellectuelle. Awa Touré.
L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, est une institution des Nations unies dédiée à la coopération en matière de protection de la propriété intellectuelle. Le directeur général de l'OMPI et le vice-président Daniel Kablan-Duncan ont échangé sur les nouveaux enjeux du système de protection intellectuelle. Nous avons discuté de la coopération qui existe entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Côte d'Ivoire, une très bonne coopération, une profonde coopération qui couvre sujets tels que ceux qui sont gérés par le ministre de la Culture et la francophonie, le renforcement du BURIDAR, le Bureau national pour le droit d'auteur, pour assurer une bonne commercialisation de toutes les œuvres culturelles qui sont nées ici au Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi de la contribution que peut faire la propriété intellectuelle à la chaîne de valeur, commençons avec l'agriculture, les appellations d'origine, l'application pour démontrer la richesse et la spécificité des produits agricoles ivoirienne, son rôle dans la commercialisation et bien sûr comment la propriété intellectuelle peut accompagner la Côte d'Ivoire dans le grand plan de la restructuration économique. Francis Goury est à la tête de l'OMPI depuis 2008. Il a été réélu en 2014 pour un second mandat de 6 ans. Je vous le disais tout à l'heure, le chef de l'État a procédé ce vendredi à la signature de plusieurs décrets de nomination. Tout de suite, le communiqué. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 14 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, M. Théophile Awa Ndoli est nommé inspecteur général d'État avec rang de président d'institution de la République. Au titre du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné est nommé président du Conseil constitutionnel. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatogoma Coulibaly est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec rang de président d'institution de la République. Fait à Abidjan le vendredi 14 juillet 2017. Une note triste dans ce journal, le décès de Babacar Ndiaye ce jeudi à Dakar. Il a été président de la Banque africaine de développement. Il était à Abidjan en 2015 pour les assemblées annuelles de l'institution financière. Revenons sur l'entretien qu'il avait alors accordé à Noël Niagno. La Banque africaine de développement, date de création, juillet 1963. Parmi les premiers fonctionnaires, Babacar Ndiaye. J'ai été recruté au mois de juillet 1965. La banque physiquement venait d'être installée ici 2 mois plus tôt, au mois d'avril 1965. Nous n'étions pas plus de 10 fonctionnaires. On n'avait pas de locaux. C'est le président Philippe Yassé, bien sûr le président Ofolbonyi, qui nous avait donné des bureaux dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il a fait ses classes dans cette institution panafricaine. Je parlerai même avec beaucoup d'émotion, parlant du premier président de la banque, qui était un Soudanais, Mamoun Beheri, un homme de grande envergure, de facture intellectuelle élevée, qui avait donné à l'époque au petit staff au nombre qu'on était. Permettez-moi de citer Madame Girandou, qui était son assistante personnelle. Et j'ai ici encore, dans ces premiers lots, quelques personnes, dont Etnar, il est du Togo. Pendant ces premiers temps, le salaire n'était pas notre préoccupation. Non, je ne crois pas. Parce que les premiers présidents nous ont donné plutôt une envie folle de servir l'Afrique. En nous disant, vous êtes à un endroit unique, l'OUA est à Addis Abeba,
Et ici, nous avons la Banque africaine de développement. Nous, Africains, nous devons prendre notre destin en main. Bon, vous dites ça à un jeune qui vient de sortir de l'université, ce fut mon cas, mais je disais, bon Dieu, à ce point, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. En 1980, il est proposé comme candidat de son pays, le Sénégal, puis de l'Afrique francophone. Retour sur les coulisses de cette désignation. Mais alors voilà que le président du pays de mon père, le Sénégal, le président Abdou Diouf, a eu cette conversation avec moi. Quand je lui ai bien expliqué comment ça se passe, et c'est là qu'il me dira, je pointe du doigt parce que c'est comme ça que mon président parle, il dit Babacar, moi je te présente. Et le conseil fondamental que le président m'avait donné, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu reprends ton travail à la BAD, mais je ne veux pas du tout un clash avec toi et ton président. Tu n'as pas à te mêler de ta campagne électorale, tu as un dossier qui plaide en lui-même et je vais voir avec mes pairs. Une chose importante, il y avait 3 candidats potentiels francophones. Le président Houphouët, au mois d'avril 1985, a réuni les 3 candidats francophones, je ne dirai pas leur nom, les 3 candidats francophones avec leur ministre des Finances, parce que le groupe francophone avait confié la lourde charge au président de dire il faut qu'il parle avec les candidats et qu'on choisisse un pour être le candidat francophone. Le président Houphouët, nous ayant écouté près de 3 heures et le candidat et leur patron, il est arrivé à cette conclusion, me dit mais jeune homme, Babacar, toi qui es à la banque, les francophones représentent quel est le pourcentage de droits de vote des francophones à la Banque africaine de développement? À l'époque, je lui dirais, oui, monsieur le président, tous les pays francophones compris, ça fait à peu près 17%. Et avec la France, on fait tout juste 20%. Alors, dans toute sa sagesse, il dira, donc, pour gagner les élections par un francophone, il ne peut gagner qu'avec les soldats des autres. 10 ans durant, Babacar Ndiaye a su imprimer à la banque sa vision afin de la rendre crédible et lui donner les moyens de son rayonnement au service du financement du développement du continent. Parti de la direction après 10 années de service, il était de toutes les assemblées pour participer aux débats actuels et à venir, une façon d'être de tous les temps avec toujours un regard avant-gardiste. Babacar Ndiaye est décédé ce jeudi à Dakar à 80 ans. Il aura vécu pour l'Afrique. Au cours du Conseil des ministres de cette semaine, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Quel regard les Ivoiriens portent-ils sur ce projet de loi? Herman Guivet. Trouver un logement à Abidjan et dans certaines villes du pays est un véritable casse-tête chinois. À l'origine de ces tourments, les modalités de location offertes par les propriétaires de maisons à usage d'habitation aux potentiels locataires. Devant certaines exigences qui frisent l'abus et la démesure, 6 mois, 7 mois, voire 1 an de caution, le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre de dispositions, dont l'adoption d'un projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour avoir accès à un logement. Dans les rues de la capitale ivoirienne, chacun y va de son commentaire. En tout cas, ça fera du bien à la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer jusqu'à 10 mois de caution, 10 mois d'avance. C'est trop. Ce que le gouvernement a décidé, je sais que c'est un ouf de soulagement pour la population. En tout cas, vraiment, ça sera acclamé. C'est un très bon sujet, quand même, de faciliter un peu les locataires de maison. En tout cas, ce que le gouvernement a décidé de faire, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon projet de loi. Ça permettra à plus de personnes de disposer de maisons avec des petits budgets. En tout cas, c'est un bon projet de loi, c'est appréciable. C'est pas facile. 6 mois de caution et puis souvent 3 mois d'avance. Cela va souvent même à 1 an. Voilà, je crois que c'est une fortune même. Tu pourrais même construire une maison, faire la fondation. Donc, moi je dis merci à nos autorités compétentes qui ont voulu pencher
leur regard sur ce problème qui fatigue beaucoup les Ivoiriens. Et pour donner du contenu à la matière, chacun y va de ses propositions. Pour que ça soit effectif, il faut que les locations aient une traçabilité. C'est-à-dire quoi? Que tous ceux qui ont une maison à louer le signalent quelque part et que sur un fichier, on inscrive les sommes qui sont déboursées. Et l'État, avec cette traçabilité, pourra suivre. Le monsieur, il a construit sa maison. Quand tu veux lui dire que le gouvernement a dit de payer tant, il dit que ce n'est pas le gouvernement qui a construit ma maison. Bah, il a raison. Même si tu as te plaindre quelque part, bon, ça s'arrête là, ça va même pas loin. Sans compter aussi les clients. À Abidjan, on sait que le logement, c'est récurrent. Le gars, il vient, il dit, bon, comme il ne peut pas prendre 2 mois, il te donne 3 mois. C'est la loi du commerce, hein. Il faut suivre. Et puis, il faut sensibiliser les gens aussi. Il faut sensibiliser les gens. Le propriétaire, quoi qu'on dise, de deux côtés, chacun a raison. Hein. Je souhaite que cela marche et qu'on puisse faire pression sur les propriétaires, ce qui m'étonnerait, parce qu'ils auront tous les moyens de contourner cette façon de faire. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de veiller à l'application effective de cette mesure-là. Nul n'est au-dessus de la loi. Une fois que les députés ont voté la loi, je crois qu'elle s'applique à tout le monde. Une fois qu'elle passe dans le journal officiel, je crois que la loi s'applique à tout le monde. Nul ne peut déroger à la loi. Locataires et propriétaires ne parlent pas le même langage. Je suis propriétaire de maison à Yopougon, en Dokwa. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Quand il est dans la maison, il est plus les 2 mois d'avance. Maintenant, la caution, bon, 80 000 par mois, quand on multiplie, ça nous fait environ 160 000. 160 000 francs, ça ne nous arrange pas. Parce que si moi je loue la maison à une personne, que la personne sort, le deuxième qui doit venir, il faut qu'il puisse entretenir la maison. Et les 160 000 francs, ils ne pensent pas que ça peut entretenir la maison jusqu'à finir. Il faut qu'on augmente jusqu'à 3 mois ou 4 mois comme ça. Là, ça nous arrange. Les propriétaires, eux, ils exigent quelque chose, mais les locataires aussi, souvent, ils ne respectent pas. Très souvent, nous qui louons les maisons, nous nous trouvons confrontés à un problème qui est celui-ci. Le propriétaire nous dit, je veux 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Vous n'en avez pas. Vous dites, ah non, la loi dit que vous devez prendre 2. Il dit, bon, ma maison n'est plus à louer. Ça, c'est le premier pas. Et quand vous insistez, il dit, bon, va louer chez le gouvernement. Vous faites quoi? Donc vous êtes obligé de vous aligner sur ce que le propriétaire dit afin de pouvoir avoir la maison que vous souhaitez avoir. Direction Marcory. Nous avons rendez-vous avec le responsable administratif d'une agence spécialisée en gestion immobilière qui donne également dans le service de location. L'entreprise pratique déjà les modalités arrêtées par le projet de loi. 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour avoir accès à un logement et elle semble ne pas s'en plaindre. Ça va alléger un certain nombre de charges au niveau des personnes qui vont acquérir des logements. Donc c'est une très bonne chose, autant pour le locataire que pour nous-mêmes gestionnaires. Nous appliquons déjà cette loi-là à tous nos locataires. Donc on va dire que ça ne sera pas du nouveau pour nous, dans la mesure où nous l'appliquons à tout ce qui est location à notre niveau. Ce qui nous confère déjà même une certaine notoriété, une certaine crédibilité vis-à-vis de nos différents clients. Selon le gouvernement, ce dispositif a pour objectif de réguler au mieux les rapports entre le bailleur et le locataire, d'encadrer durablement les mouvements des loyers, de simplifier, de sécuriser la location et surtout de rééquilibrer les coûts de location des logements. La garantie locative doit être remboursée au locataire dans un délai d'1 mois après la restitution des clés. En cas de rupture du contrat, le locataire doit se mettre à jour vis-à-vis du bailleur. Au cas où les travaux auraient été effectués par le bailleur, le locataire a pour obligation de les rembourser. Plusieurs autres mesures encadrent ce projet de loi. Mesures visant à garantir les droits du bailleur et du locataire. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste face à la presse. Bruno Nabagné-Koné était l'invité des rendez-vous de fraternité matin. Les échanges ont principalement tourné autour de l'ouverture de l'espace audiovisuel, la loi de la presse ou encore le traitement salarial des journalistes. Serge Coléa. La libéralisation de l'espace audiovisuel,
le déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, la politique de formation et de soutien à la presse. Ce sont là quelques-uns des sujets au centre des échanges entre la presse et le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de réaliser le déploiement de la TNT par du financement public et par des acteurs publics. Nous sommes donc dans ce processus actuellement. Nos prévisions indiquent que nous pourrions être prêts pour la fin du premier trimestre 2018. Donc nous sommes ici dans un déploiement qui est en train de se réaliser pour permettre aux acteurs sélectionnés de commencer à émettre. Pour l'invité de la rédaction de Fratmat, plusieurs tares minent le secteur de la presse. On peut citer entre autres le manque de professionnalisme, le mauvais traitement salarial infligé aux journalistes et la trop forte politisation des organes de presse. Bruno Nabagné-Kone note également que le secteur de la presse est en pleine mutation. C'est pourquoi les acteurs doivent s'approprier le numérique pour susciter à nouveau l'intérêt des lecteurs. Le projet de nouvelle loi sur la presse qui a fait polémique il y a quelque temps n'a pas été occulté dans les débats. Prenez la loi de 2004, prenez la loi de 2017 et puis faites les comparaisons, vous allez voir vous-même. Ni moi, ni le gouvernement n'auraient accepté d'aller dans le sens d'une aggravation des peines ou dans le sens d'une réduction des libertés des journalistes. Pourquoi aller punir là où ce n'était pas puni avant? Donc toutes ces questions, nous les sommes posées et comme on ne trouvait pas de réponse, on a dit bon, on va quand même reculer, on va quand même poser la balle pour essayer de comprendre. Et surtout pour permettre à ceux qui n'avaient pas lu, parce que nous étions persuadés qu'ils n'avaient pas lu, à ceux qui n'avaient pas lu d'aller lire. La communication pour le ministre constitue un des leviers importants du développement et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi faut-il une presse libre mais surtout responsable. 8e jeu de la francophonie, le directeur général de la RTI a visité des sites d'installation technique, notamment au stade Félix Houphouët-Boigny, au Palais de la Culture et au Palais des Sports. Amadou Bakayoko est allé s'assurer de l'avancée des travaux. Ils vont permettre à la RTI de faire son travail en qualité de radio-télédiffuseur haute. Isaïo. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI est désignée radio-télédiffuseur haute RTDH par le Comité international des Jeux de la francophonie. À ce titre, elle est chargée de faire monter le signal vers le satellite pour les autres télévisions à travers le monde. La RTI est prête à relever ce défi. Le directeur général Amadou Bakayoko a visité les installations techniques du stade Félix Houphouët-Boigny, du Centre international des médias au Palais de la Culture et du Palais des Sports à Treichville. Nous avons une équipe permanente de plus d'une dizaine de personnes depuis près d'un an. Et maintenant, cette équipe-là représente 300 personnes depuis quelques semaines à un mois des Jeux. Et donc, il était important de venir vérifier les installations sur les différents sites, d'échanger avec les équipes sur les derniers problèmes opérationnels. C'est une opération importante pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour la RTI. Les Jeux de la francophonie, c'est le plus grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone. Le directeur général assure que le RTDH est prêt pour ce gros challenge. Nous avons un certain nombre de chantiers, de sujets, d'actions qui doivent être mis en œuvre. Nous en avons fait une très grande majorité. Maintenant, il reste à ce que les derniers détails puissent être faits, les dernières installations dans les différentes salles puissent être faites pour que nos matériels puissent être déployés. Mais je suis confiant, nous avons vraiment en grande majorité avancé sur ce que nous devions faire. Et je ne peux que continuer à inviter les populations à se mobiliser pour ces Jeux qui seront une belle fête populaire. Le monde vient à la Côte d'Ivoire, donc c'est une belle occasion de partager un moment avec ce monde et de leur montrer ce sens de l'hospitalité qui définit et caractérise la Côte d'Ivoire. Le RTDH dispose aujourd'hui d'un cadre de production de 12 caméras et d'un cadre d'accompagnement, d'une régie Fly de 8 caméras, d'un ensemble d'équipements audio-vidéo. À ce matériel de pointe s'ajoute un Media Asset Management MAM, disposant d'un poste de montage et une prise de voix. Avec la RTI, la fête des 8e Jeux de la francophonie sera belle. La commission accueil et hébergement du Comité national des Jeux met également tout en œuvre pour que la fête soit belle. Le comité s'organise
pour l'accueil des délégations qui arrivent à Abidjan. Il a initié une simulation de l'arrivée de 150 participants en provenance de la France, du Canada et du Congo afin de tester son dispositif d'accueil et de sécurité à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Isaïo. Les Jeux de la francophonie, c'est dans moins de 10 jours à Abidjan. Pour ce rendez-vous sportif et culturel du monde francophone, la Côte d'Ivoire attend 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs et plus de 700 journalistes. Un nombre qui demande que des dispositions particulières soient prises pour éviter tout débordement. Une simulation à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Boué a donc été organisée par la commission accueil et hébergement du Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, pour tester le dispositif d'accueil et de sécurité. On a mis en place un dispositif pour montrer qu'à quelques jours de jeu, on est en train actuellement d'éprouver nos dispositifs. Et je pense que les premières impressions sont très bonnes. Nous sommes passés depuis le tarmac jusqu'à l'entrée donc passager pour les formalités administratives, sanitaires et douanières. Et nous avons imaginé donc dans le scénario 3 types de difficultés que nous pouvons donc rencontrer. Des passagers avec visa, des passagers sans visa, des passagers même qui auraient oublié par devant eux donc les carnets de vaccination, les bagages perdus donc avec une réclamation, et nous avons fait également le circuit donc du salon ministériel. Pour ce test, 150 bénévoles représentant des délégations de la France, du Canada et du Congo sont mobilisés. Les bénévoles sont au centre, en tout cas du système de réussite des Jeux, parce que ces bénévoles-là sont la porte d'entrée et la porte de sortie. L'image de la Côte d'Ivoire passe en premier lieu par les bénévoles. Les véhicules sont arrivés et sont positionnés avec des vannes pour prendre les bagages. Donc tous ceux qui arrivent seront embarqués et escortés par la sécurité pour aller au village des Jeux. Les participants apprécient l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est une occasion à ne pas rater. Je pense que la Côte d'Ivoire est un très beau pays et ça me permet en même temps de découvrir ce beau pays. Voilà, le pays de Drogba Didier. Les Ivoiriens nous ont bien reçus. On se sent déjà comme chez nous. Et nous espérons que ça va continuer. C'est le lieu de rappeler que les premières délégations fouleront le sol ivoirien à partir du 18 juillet prochain. Le CNJF s'est dit prêt à offrir de beaux sourires aux autres dès leur arrivée. En France, le défilé de ce 14 juillet est placé sous le signe de l'amitié franco-américaine. C'est en présence d'Emmanuel Macron et de Donald Trump que des soldats américains et français ont paradé sur les Champs-Élysées. Herman Guivet. Un 14 juillet aux couleurs américaines, le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, arrive sur les Champs-Élysées. Les minutes qui suivent, le voici rejoint par Emmanuel Macron, qui vient juste d'exécuter sa première parade militaire en tant que chef d'État. Un 14 juillet s'ouvre ensuite le défilé militaire. Les soldats américains donnent le ton, un siècle après leur entrée en guerre dans le conflit 14-18. Une entrée saluée par les deux chefs d'État, chacun à sa manière. Un 14 juillet qui, comme chaque année, draine des milliers de Français et touristes, tous heureux d'être les témoins de l'expression de la puissance militaire française. C'est très important de voir l'ensemble des troupes qui nous défendent et c'est quelque chose qui me plaît, donc envie de partager ça en couple et puis avec le reste de la population. Moi le défilé je le suis quand même chaque année à la télé, je pense que c'est un rendez-vous important. Je viens de Toulouse, j'ai mon frère qui habite Paris, donc cette année c'était l'occasion de venir y assister. Vive la France! Vive la France! Une fois les festivités achevées, le président américain Donald Trump reparti. Emmanuel Macron se rend à Nice pour y retrouver les familles endeuillées par l'attentat de l'an dernier, ainsi que les personnels de sécurité et de secours. Des dizaines de bougies ont été allumées en souvenir des victimes de l'attentat au camion bélier qui avait eu lieu sur la célèbre promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet dernier. Rappelons que le chef de l'État ivoirien a procédé ce vendredi à la signature de plusieurs décrets de nomination. Nous vous proposons donc le communiqué. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 14 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République,
M. Théophile Awa Ndoli est nommé inspecteur général d'État avec rang de président d'institution de la République. Au titre du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné est nommé président du Conseil constitutionnel. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatogoma Koulibaly est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec rang de président d'institution de la République. Fait à Abidjan le vendredi 14 juillet 2017. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Excellente fin de semaine à tous.